Hola a todos, bienvenidos. C'est un peu différent cette fois-ci, mais bienvenue au Fuck Up Nights Montréal, notre 25e volume, 25e édition, avec nos partenaires Ton Équipier et Maine. Alors, je vais commencer par vous présenter l'équipe et vous encourager aussi d'engager avec nous via le chat que vous verrez à votre droite. Alors, on commence à vous montrer les visages de tout le monde qui va être parmi nous ce soir et que vous pourrez communiquer avec pendant l'événement. Jean-Philippe, pour commencer, de Ton Équipier. Et nos trois speakers, Olivier, Charles-André et Raphaël. Alors, je vais commencer par vous introduire à Fuck Up Nights. Je vous pose normalement la question, c'est qui, est-ce que c'est votre première fois à Fuck Up Nights? Donc, vous pouvez peut-être me répondre dans le chat, mais je vais vous enlever de la scène et je vais inviter à mon équipe Fuck Up Nights Montréal it says raise your hand on the right. So, il y a l'option raise your hand. Et si tu peux, équipe Fun Montréal, raise your hand. Et il semble que, all right, we have Vanessa, we have Isabelle, we have Josh in the house. Bienvenidos, equipo. Whoa, so fun. Hi, guys. Hey, there you are. How are you? Can everyone see Boyana? Is it just me who sees her as a co-host or Tony TP here? I do see Boyana's picture. Okay. Yeah, I see her now too. I can't get off stage. I can't remove it either. I don't know why. Oh. Permanent. Okay, I'll leave the event and I'll come back. Okay, later. Alors, pour commencer, ça s'appelle Fuck Up Nights, puis il y a toujours des fuck-ups. C'est très puissant, un nom. Isabelle's joining. Any other fun volunteers in the house? Fuck Up Nights Montréal. Welcome. Oh, we lost a few. So this is our first event on Air Meets, and we're having fun with this. Oh, everyone coming back. So it's looking like I don't know why some of you are getting kicked off, and why Boyana. We don't take anything personally. It's okay. This is like planned. It's like planned fuck ups, so that everybody knows that failure is okay. Exactly. That's the entire point of this. So if you want, Vanessa, Isa, this is our team. We're a bunch of volunteers, and I'll get into our story. I'll share my screen and let you know about the fun that we like to have together. So in the live chat, and I know all of you will be helping me monitor this, pour ceux qui c'est votre première Fuck Up Nights, est-ce que vous pourriez nous faire signe, bienvenue, nous partager le fait que c'est votre première fois? Et pour ceux qui reviennent, et ce n'est pas votre première fois, bienvenidos. Right on, Olivier. Cool. Alors, je vais partager mon écran pour vous ramener un peu dans notre monde de Fuck Up Nights. And what a world it is. Right? So, Roger this, you can see? Yeah. Amazing. And so, on est une équipe de bénévoles. It's been 4 years now that we've been gathering to, our metaphor is find the fun. So our intention is to find the fun in failure together. What that means is sense the humor, connect to our humanity, because failure is real. And so welcome to our 25th edition of Fuck Up Nights Montreal. Really huge to say. Fuck Up Nights a commencé au Mexique, par exemple. C'était pas notre idée ou même notre marque. Il y avait ces 5 amis-là que, après une journée de travail, ils buvaient assez. Ils m'ont dit directement que c'était du mezcal de haute qualité qu'ils buvaient. Et ça les a portés à éventuellement partager qu'ils avaient tous vécu des échecs. Ils l'ont avoué à travers de soirée.
Et ça les a fait tellement du bien qu'à la fin, ils ont décidé de le faire 1 mois plus tard. Mais ils l'ont mis Viva Mexico Style sur les réseaux sociaux et il y avait plein d'intérêts. Cet intérêt-là, ça a très vite passé jusqu'à 300 villes autour du monde et 90 pays. Donc, comme on fait ce soir, on se rassemble, on va avoir les partages de 3 différents entrepreneurs professionnels. Et cet événement-là, cet style d'événement, ça se passe en une grande partie de notre planète, which is super exciting. And ce que ça représente dans ce cas-là, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est beaucoup plus que le fun. Normalement, à Montréal, on partage la bière Four Origins in the house. Vous pouvez jaser avec Michael, 4 origines, dans le chat, si vous voulez. Un de nos bénévoles. On avait du popcorn. Mais le mouvement, c'est beaucoup plus que le popcorn et la bière et le fun. Ça représente la culture corporative qui s'en va vers l'authenticité, qui s'en va vers la transparence et qui s'en va vers la vulnérabilité. Et pour nous, surtout en COVID, on a décidé de continuer de pratiquer notre résilience comme Fuck Up Nights démontre tellement bien la marque et continuer dans cette format virtuel et Air Meets, effectivement, pour revenir dans notre format soirée. Parce que normalement, c'est assez intime, nos environnements. On sort du Zoom et on n'est pas live sur Facebook ni YouTube. Et on veut qu'au moins, on se rassemble dans le plus possible, une safe space so that really we can get real here together. Le mouvement a même pris la forme des événements privés, donc ça se passe aussi dans les entreprises où ils partagent ces histoires, qui chiffrent leur culture corporative aussi à l'interne. Et il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le format d'une Failure Institute. Mais à Montréal, on va donner le bienvenu à nos invités ce soir. Et juste pour vous expliquer un peu le format et surtout avec Air Meet, on a 7 minutes normalement. Josh, I don't know if you're going to be doing the timekeeping tonight, but comme présentation, on vous donne 7 minutes à peu près pour partager votre histoire d'échec. Et à la fin, on va avoir une session de questions et réponses. Et normalement, on réserve 3 à 5 minutes pour cela. What's fun about our events is that we give you permission to speak in English and French, et même en espagnol. Si hablan espagnol, están los bienvenidos. Et vous avez la permission aussi de dire le mot fuck. Come as you are, be who you are. It's safe. And we're here to experience and practice also vulnerability. What does it feel like to get vulnerable? What does it feel like to receive it? What does it feel like to be in its presence? So big respect and empathy to our speakers. C'est pas facile. Merci pour vos contributions à cette culture et mouvement ici à Montréal. Amazing, Josh. Et and yeah, please, on the right side, on a 3 fonctions super simples avec Air Meet. You can raise your hand if you want to ask a question. I'll be then able to bring you onto the stage if you want to ask your question in person. Or we have the chat where you can actually go direct, and please feel free to entertain yourselves throughout the evening. And finally, at the bottom, you'll see that questions section where you can formally ask a question. So we're going to be monitoring that questions section in that Q&A period. But if you want to bring it to the stage, raise your hand. And you'll see at the very end of this, we'll send you back to the lounge. Donc, un aspect d'Air Meet super intéressant, c'est qu'ils ont un lounge. Et il y a les tables dans ce lounge-là. Et like, if anyone can find a way to get drinks on those tables, it will be us. Give us a few minutes. Josh's lounge. But in the meantime, enjoy those tables to network. And you're going to see that there's a table for each of the partners involved in this night, as well as each of the speakers. So you can find us all in the lounge after this event. Alors, sans plus tarder, je vais inviter JP qui va représenter ton équipier. On va dire bye-bye à Josh. Thank you, Josh, for joining me here. Merci.
And JP, let me find you and welcome you to the stage. And then I am going to hide myself, but I will be here also for any technical support you need or any questions you have along the way. Alors, merci et have fun, JP. Yes, merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Je suis bien content de faire ça ce soir. Très heureux de partir la première série Startup de Fuck Up Night. On est un petit groupe, ça va être intime, c'est cool. N'hésitez pas à poser des questions à la fin. J'ai vu les histoires des entrepreneurs qui s'en viennent, des super histoires, des choses à apprendre à travers de ça. Nous-mêmes, à travers ton équipier, le lancement de l'entreprise, ça a été basé sur un échec qu'on a eu dans une start-up. Donc, quand Fuck Up Night nous a approchés là, pour être partenaire promoteur de l'événement, ben, c'était naturel pour nous parce que l'échec, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de l'apprentissage qu'on fait, on y croit beaucoup. Puis on essaie de le valoriser beaucoup dans l'entreprise parce que ça fait partie de la game. Puis c'est pas vrai qu'un entrepreneur, c'est pas vrai qu'une business va aller juste dans un long fleuve tranquille. Il y a des échecs à tout bout de champ dans une entreprise, puis il faut juste savoir les manager, il faut savoir apprendre, il faut ne pas les répéter, puis il faut grandir avec les échecs. Donc pour nous, c'était vraiment naturel là, d'être partenaire de cet événement-là. Autrement que ça, je suis le cofondateur de ton équipier, j'ai un background en ingénierie, j'ai été directeur des ventes pour une compagnie d'automatisation, vice-président de vente marketing pour une start-up. Puis depuis 2017, j'ai le bonheur de piloter ton équipier. On est une entreprise là, qui aide à commercialiser des produits pour des startups et des PME technologiques. Donc, on est là vraiment là, pour aider à faire la mise en marché d'un produit. Donc, vraiment, autant pour aller s'assurer de comprendre votre clientèle cible que de démarrer, répéter les ventes, trouver un modèle d'affaires qui est viable, grandir avec vous dans l'entreprise. C'est ça notre mission. Puis, à travers ça, on partage avec les entrepreneurs qu'on côtoie autant les succès que les échecs. Puis on est très lean dans notre approche, donc on sait que ça fait partie de la game. L'idée, c'est de minimiser le risque à chacune des étapes parce que la recette magique de commercialisation, ça existe tout simplement pas. Donc, avant de commencer, avant d'inviter les participants sur stage, Nathalie, si c'est pas trop complexe, j'aurais aimé ça peut-être qu'on invite Olivier, Raphaël, Charles-André une fois, en même temps tout le monde sur le stage pour que je puisse vous les présenter. Puis suite à ça, là, on va commencer directement là, dans la première présentation. Donc, oui, et en même temps, oui, je pourrais, mais on a aussi Claude Arsenault du Maine ici avec nous. Ah oui, absolument. Oui, go. Claude, je viens de vous écrire dans le chat. Oui, mais on aimerait vous inviter sur le stage. Alors, Claude, je vais vous envoyer une invitation. Et si ça vous convient, amazing. Oui, vas-y. On va prendre un moment aussi pour introduire la Maine comme un autre partenaire dans cet événement qu'on est très contente d'avoir ici avec nous ce soir. Claude, bienvenidos. Salut, est-ce que vous me voyez? Moi, je vois juste mon nom, mais j'avais activé la caméra, je pensais, ici. Voilà. Bonjour. Salut. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci, JP, de nous avoir impliqués dans ce bel événement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez Main, on est le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On travaille avec tous les acteurs qui soutiennent les startups pour décupler notre impact sur leur réussite dans les 10 prochaines années. Ça passe aussi souvent par démocratiser l'échec. Évidemment, on en voit tous les jours des échecs, mais je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre de ça, de ne pas faire les mêmes erreurs 2 fois et de se relever. Un peu comme JP, moi aussi, j'ai cofondé avant de travailler chez Main une startup qui n'a malheureusement n'est pas devenue une licorne, on va le dire comme ça. Et puis, ça fait, je pense, de nous des gens qui comprennent la réalité des entrepreneurs et puis qui pouvons les aider de manière plus humaine aussi à certains niveaux. Chez Main, on a, je dirais, très rapidement, trois grosses façons d'aider les entrepreneurs. La première, c'est de mettre plein de gens en réseau, susciter des collaborations, s'assurer qu'on apprend tous des bons coups et des échecs les uns des autres pour que tous ensemble, on puisse améliorer notre niveau de compétence.
Deuxièmement, on collecte plein de données sur l'écosystème, sur les startups, sur ce qui fonctionne, sur ce dont les startups ont besoin aussi, sur ce qui se fait bien ailleurs dans le monde pour qu'on puisse, encore une fois, apprendre de tout ça. Et troisièmement, quand on trouve qu'il y a des lacunes ou qu'il y a des besoins qui sont non répondus, on crée des initiatives de manière collaborative pour y répondre. Notamment, on a un service d'accompagnement qui s'appelle Momentum qui aide les startups en phase de commercialisation avec du coaching personnalisé. Beaucoup des entrepreneurs qui sont passés par là. Ouais, ton équipier est un de nos partenaires là-dedans. Et donc, l'idée, c'est justement là, que des entrepreneurs qui sont déjà passés par là, des gens qui connaissent ça, la réalité des startups, puissent donner des conseils, qu'on puisse, dans le fond, les entrepreneurs d'aujourd'hui puissent apprendre des entrepreneurs d'hier, de leur succès, mais aussi de leurs erreurs, pour pas qu'on répète tous année après année les mêmes erreurs. Et je pense qu'une des choses qui a été très forte pour nous dans la dernière année, c'était le besoin d'avoir plus d'opportunités de connexion entre les entrepreneurs. C'est bien beau d'avoir accès à des webinaires, puis à des formations, puis tout ça, mais ce qu'on a perdu aussi avec la pandémie, c'est vraiment l'aspect plus informel, de pouvoir parler à d'autres entrepreneurs, de pas se sentir isolé parce qu'on comprend, on est avec des gens qui comprennent notre réalité, puis qu'on puisse faire un réseau de pairs. Je parle un peu pour Louis-Félix. J'ai pas été impliquée jusqu'à présent, mais je sais que c'est une des raisons pour lesquelles il a sauté à pieds joints dans l'organisation de ces rencontres-là. Fait que merci à ton équipier d'avoir fait le gros du travail. Puis j'ai bien hâte d'entendre les histoires de tout le monde. Merci, Claude. Fait que Nathalie, je réitère ma demande. Si jamais tu veux inviter tout le monde sur le stage, juste pour que je puisse les présenter, puis ensuite on partira dans le vif du sujet. Oui, vous avez des invitations qui vous attendent à Merci, nos Nathalie. Donc, Olivier Brassard, qui est cofondateur de Touli, Charles-André Bergeron, Raphaël Bernier qui vient d'apparaître aussi, qui était chez Back à Back. Donc, c'est nos 3 premiers courageux. Merci à ces 3-là qui ont répondu à l'appel. Propager la nouvelle, on a 3 autres événements cette année qu'on aimerait mettre de l'avant, donc on veut avoir le plus de monde possible, le plus de diversité possible aussi, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait des gens qui répondent à notre appel le plus possible. Donc, propager la nouvelle dans votre réseau, s'il vous plaît, ça serait apprécié. Puis sans plus tarder, on va commencer avec Olivier qui va lancer le bal. On a fait un tirage à courte paille, c'est lui qui a perdu, donc il est obligé de commencer. Fait qu'on va y aller avec lui. Donc, en deuxième, ça va être Raphaël qui va venir raconter son histoire. Et pour clôturer le bal, Charles-André. Puis à la fin, je vais regarder vos questions-réponses dans le chat ou dans les questions-réponses. Je vais pouvoir leur poser à eux directement pendant la période de questions. Donc, s'il vous plaît, posez-en. Sinon, il va falloir que je use de mon imagination pour les entertainer pendant 7 minutes. Donc, merci beaucoup, Nathalie, pour la traduction. Merci, les gars, d'être là. Super apprécié. Puis, on commence ça tout de suite avec Olivier. All right, on va partager ça, cet écran-là. Je vais me mettre un timer après parce que 7 minutes, ça passe vite. All right. Partage d'écran. Je dois bien avoir partagé la bonne en face, sinon vous me direz non dans le chat. Puis je changerai. En fait, je vais changer ça avant le slide pour vous avoir à côté de moi. All right. Donc, c'est bon signe si vous voyez ma face en ce moment. Donc, Fuck Up Night, je suis cofondateur de Touli, Olivier, fort de mes 27 ans. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans et j'ai cofondé une startup à mes 21 ans qui s'appelle Enviropub. Je vous explique d'où c'est parti. Au départ, j'étais dans mon auto, j'étais pauvre, je commençais à l'université, donc en entrepreneuriat, et mon char était blanc, je le trouvais vide, j'étais là, ce serait cool d'avoir une publicité sur ma voiture. Donc j'ai eu l'idée de dire, hey, pourquoi on ne permet pas à des gens d'avoir de la publicité sur leur voiture pour faire de l'argent? Donc c'est là qu'Enviropub est né. Pourquoi Enviropub? Parce qu'on affichait uniquement sur des voitures électriques. Donc on permettait à des gens de faire entre 50 et 350 $ par mois pour avoir une publicité sur leur véhicule. En voilà un petit exemple. Donc, compte de fait étant que on avait quand même beaucoup de petits clients qui embarquaient rapidement. Puis pour moi, c'était une kind of validation. Si un client
qui a une Model X, un char qui vaut comme 200 000, était prête à jouer l'ambassadeur puis mettre une publicité sur son char. Pour moi, c'était comme, OK, c'est le summum, c'est sûr que c'est sûr que les entreprises vont vouloir associer leur brand à des ambassadeurs qui vont aussi loin, autant pour promouvoir les voitures électriques que leur compagnie dans leur région. Parce que c'est ça qui était cool. C'était le pitch, puis on va leur partir la business. Mais le pitch était de dire, ben, vous allez pouvoir avoir des ambassadeurs dans votre localité. Ça fait que ça va être des gens qui vont faire vivre votre marque dans où vous voulez au Québec. Puis, c'était validé, compte de fait, il y avait 600 ambassadeurs qui s'étaient inscrits sur notre plateforme pour devenir chauffeurs. Fait que clairement, c'était validé que les gens étaient intéressés à devenir des conducteurs. Le premier côté de l'iceberg qu'on a vu, c'est que nos petits clients que vous voyez ici dans la première slide, ils étaient surtout des ventes qu'on faisait de façon émotionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se questionnait comment on allait faire un modèle scalable puis avoir plusieurs ventes, on regardait aux clients qu'on avait closés. Puis, je pense d'ailleurs, on avait une de nos premières campagnes a été, je ne sais pas si vous connaissez Pierre-Yves McSwing, chroniqueur au 98.5 FM, il avait lancé un livre En as-tu vraiment besoin? Donc, on avait 3 voitures dans le Grand Montréal qui ouvraient avec la pub de Pierre-Yves. Pierre-Yves, là, c'est mon ancien enseignant. J'ai appelé la maison d'édition, puis je leur ai dit hey, ça serait cool de faire une surprise que l'ancien étudiant qui se part une start-up, vous ayez une campagne avec lui. Il n'y avait pas plus émotionnel que ça. Là. Christine, c'était Christine Giroir, celle qui est en bas, était dans ma ville. On a fait 6 rencontres avec elle. La seule vente fière qu'on a faite, qui n'était pas émotionnelle, c'était de trouver un couvreur. C'était 5 voitures dans le Grand Montréal. C'était un beau succès à la fin. Mais malheureusement, c'est pas des clients qui ont renouvelé. On va le voir plus tard pourquoi. Puis la grosse partie de l'iceberg, c'est que on ignorait ou on prenait pas, on n'était pas capable de trouver nos plus gros clients, c'était quoi leur objection, puis pourquoi ils n'en marquaient pas dans le modèle d'affaires. Donc, au fur et à mesure que ça avance, by the way, en bureau pub, ça a duré 3 ans. Dans le modèle d'affaires actuel, dans le modèle d'affaires passé, où il y avait de la publicité sur des voitures. Plein de choses qu'on a essayé de faire pendant qu'on voyait le mur arriver. De un, on a engagé ton équipier. Puis d'ailleurs, ton équipier était à ses débuts également à l'époque. Puis ça n'a pas donné des résultats pour la simple raison que ça pouvait pas donner des résultats. Enviropub avait un méchant problème de modèle d'affaires. Le problème, vous l'avez peut-être deviné, c'est que quand tu pars une entreprise, le fondement de ton entreprise doit être un problème pour lequel tes clients vivent. Là, moi, j'étais pauvre, puis je trouvais ça cool d'avoir une pub sur mon char. Fait que clairement, j'ai pas fait ma validation de dire hey, je vais aller voir mes clients pour savoir ils ont-ils besoin, eux, d'un nouveau média. Fait que bel effort de ton équipier, mais je pense que c'était impossible à réanimer ce bateau-là. Donc, création d'un portail client, on avait également fait de la technologie. Ça, c'est une des bons moves qu'on a fait, qui a fait qu'on s'est transformé aujourd'hui, puis je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Mais en gros, les clients nous demandaient hey, on aimerait ça tracker nos conducteurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'un portail client où les gens pouvaient suivre littéralement leurs conducteurs pour avoir des données. On a essayé de changer de branding, on s'est dit on met les voitures aux poubelles, ça va donner des ambassadeurs. On a investi dans un kit média. Les clients commençaient tranquillement à pas renouveler puis ils nous expliquaient que c'est parce qu'il n'y avait pas eu de retour. Mais quand tu es un petit client, le but de faire du marketing, c'est d'avoir de la conversion. Mais quand tu es un gros, c'est de faire de l'image de marque. Mais là, les gros nous disaient non. Puis notre média a été fait pour l'image de marque. Il y a quelque chose qui ne marchait pas dans notre modèle. Fait que faire face au naufrage, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en gros, nos clients sont devenus plus jaloux de notre technologie, donc du portail client. On a commencé à faire plus de cash avec notre produit technologique qui n'était même pas censé être un produit, plutôt que notre marketing. Fait que là, on a commencé à se poser des questions. Mon cofondateur Mathieu s'occupait plus de la partie technologique. On générait du revenu avec ça. On se disait, hey, ça va bootstrapper notre entreprise de marketing. Finalement, on s'était rendu du 95-5%, ça veut dire que 5% venait du revenu de marketing, puis 95% de la plateforme. Fait qu'on s'est dit à un moment donné, on va mettre aux poubelles l'autre. Donc, c'est la fin. Le modèle d'affaires fonctionne plus. Je passe, moi, complètement mon temps dans la nouvelle agence qu'on a créée qui s'appelait l'agence Community, une agence de programmation sur mesure. Et là, pourquoi ce moment-là était plus difficile pour moi à décrire? Parce qu'on avait comme 2 choix dans la présentation aujourd'hui, c'est-à-dire soit ça meurt ou soit ça survit. Ben moi, c'est mort en tant que modèle d'affaires, parce que pour moi, c'est plus du tout la même chose qu'on faisait. Il y a 2 slides ici. OK, ici le naufrage. Fait qu'on a arrêté nos activités. J'aurais juste switché de slide bien avant. Donc, on a arrêté nos activités de marketing puis on a commencé à faire de la location de voitures. Ça, c'est le modèle qu'on a eu après avoir dit, regarde, on met la publicité aux poubelles. Mais pour moi, c'est un naufrage puis on est mort. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus du tout de publicité. Pendant qu'on était propriétaire d'Enviropub Media, dans le boom où les Tesla Model 3 étaient populaires, ils venaient de sortir sur le marché, on s'était dit,
c'est sûr qu'il y a des afficheurs qui vont vouloir afficher sur des Tesla Model 3. Non seulement on va mettre de l'avant notre modèle d'affaires, puis en plus, on va prouver qu'on est là pour l'électrification des transports. Donc, ça a permis de garder l'incorporation d'Enviropub ouverte où on a généré quelques revenus. Là, le 17 000 que vous voyez en 2019, c'est le revenu uniquement qu'on faisait sur une plateforme de location, mais on avait comme client Équiterre, on avait comme client Branchez-vous. Branchez-vous, on était bénévole chez Branchez-vous. Donc, on a fait plusieurs événements. On a gagné plus que 17 000 avec cette division-là, avec très peu d'efforts, parce que c'était des plateformes qui étaient automatiques. Fait que c'était quand même cool de pouvoir dire qu'on roulait en Tesla et que ça coûtait rien. Fait que, mais autre que ça, c'était pas une business. Ce qui reste à apprendre, avec du recul, cofondateur de Thule aujourd'hui, une entreprise de 3 ans d'existence qui a 16 employés puis quelques-uns à travers le monde. On a eu la chance de faire des incubateurs, on a eu la chance de faire Nexia, on a eu la chance de faire Santec. Si Enviropub avait fait un incubateur, donc merci la main pour votre implication, si on avait fait un incubateur accélérateur, Enviropub aurait été mort en 3 semaines. Après les 3 premières semaines de son existence dans l'incubateur, fait que ça a été une erreur, ça a duré 3 ans. Fait que ça, c'est erreur. Fait que faites une étude de marché, ça vaut la peine pour votre entreprise. Lisez le livre de Mom Test. Fantastique. De Mom Test, ça vous demande comment poser des questions à vos clients. Je le suggère fortement. Être les premiers dans un domaine coûte cher. C'était un nouveau média qu'on créait. Ça coûtait cher, puis on avait peu de moyens. Fait que c'était soit qu'on aurait dû aller vers la voie de l'investissement, comme nos compétiteurs aux États-Unis ont fait. Ils ont été levés 2 millions dès le début. Mais faut vraiment être bon pour être capable d'enlever autant d'argent quand il n'y a pas beaucoup de traction au début. Fait que je leur lève mon chapeau à Rapidfire, qui était notre compétiteur aux États-Unis à l'époque. Puis il faut être capable aussi de se projeter dans 10-20 ans aussi dans son secteur. Là. À quel point moi, ça ne m'excitait pas en tant que fondateur. Puis je vais mettre un point après ça, parce que j'ai parti mon timer en retard, puis je pense que j'étais à 6 minutes. Ça ne m'excitait pas, moi. Les chars, dans 10-20 ans, ils vont être autonomes. Ils vont même pas être propriétaires. Mon pitch d'ambassadeur ne marchait même plus pantoute. Fait que il faut se mettre dans le futur pour regarder mon modèle d'affaires va-tu être encore réaliste dans 10 ans, un peu comme Amazon qui se dit les gens dans 10 ans vont-tu vouloir savoir leur parquet plus vite puis commander en ligne? Oui. Fait que mon modèle d'affaires, ça vaut la peine de corriger ça. Aujourd'hui, vite, on est une entreprise de 16 employés, comme je vous ai dit. Va super bien. On est à 900 000 de chiffre d'affaires dans les 12 derniers mois. On va atteindre le 1,5 million cette année. Tout va bien. Mes erreurs m'ont permis de faire des meilleures décisions aujourd'hui. Fait que j'en suis très fier. Mais Enviropub n'existait plus. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions. Pardonnez si j'ai fait de l'overtime. Le livre, c'est quoi de Mom Test? C'est exactement. Pas de Mom Test, c'est de Mom, comme une maman. Le but du livre, en fait, c'est de dire, OK, quand tu pitches une idée à ta mère, normalement, elle va te dire qu'elle est bonne. C'est rare que ta mère va te dire que ton idée est pas bonne. Donc, le but, c'est de comment poser des questions à ta mère pour valider si ton idée est bonne ou pas. Donc, voilà. Merci, Ali, pour la présentation. On a une première question qui est apparue. Qu'est-ce qui était le plus difficile à accepter ou qui te bloquait à faire un prochain move? J'imagine dans l'acceptation que ça ne fonctionnerait pas. Répète ta question. Qu'est-ce qui m'a empêché de faire un prochain move pour continuer Enviropub? Ouais. En fait, qu'est-ce qui a été difficile à accepter, si j'ai bien compris la question, à la fin, là, de dire ça marche pas. Puis qu'est-ce qui te bloquait de l'arrêter puis d'aller vers ton prochain move ou ta prochaine étape? C'est 3 ans que t'as la business. T'as 600 ambassadeurs qui questionnent à savoir quand ils vont avoir une campagne. T'as fait plein de promesses. Surtout les gros clients que tu cours après. Et ils disent tout le temps oui. Oui, surtout, pour pas en nommer, Emma Québec. Emma Québec, toutes les sociétés d'État vont tout le temps dire oui. Mais ils vont jamais aller de l'avant. Ils font juste dire oui parce qu'ils veulent pas dire non, ils veulent pas faire de déception. Fait on s'attachait. Ce qui nous a ralenti, c'est qu'aussi on s'attachait à des fausses promesses, peut-être au niveau des ventes. De ce côté-là, on l'aurait tué plus vite. Puis la grosse chose qui nous a empêché de faire le saut plus vite, en fait, pourquoi on l'a pas tué plus tôt, peut-être, c'est un peu ça aussi la question, c'est on y croyait encore, j'imagine. Même encore, ça a fait chier mon cofondateur quand j'ai dit non, moi je vais dans le business technologique, on tue. On avait payé 1500$ à la fin pour faire un rebranding. Ça s'appelait plus Enviropub, ça s'appelait Brand Body. Écoute, on avait investi pour ça. Fait que ça a été un coup de tête, ça fait comme, hey, non, c'est pas vrai. Là. Je serai pas tout seul dans quelque chose pendant que les trois autres fondateurs sont sur une autre entreprise.
Ça a plus été une décision assez rapide de dire c'est pas vrai qu'on va garder ça. Puis, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ouais, je pense que j'ai l'impression que oui. Puis peut-être que je rajouterais là-dessus comme question, tu sais, comment tu as fait ton deuil à la fin? Ça a été quoi ton processus rapidement là, pour en arriver à dire c'est fini dans ta tête? Est-ce que tu t'es écœuré à un moment donné? Est-ce que vous aviez plus de ressources monétaires, un amalgame de tout ça? Tu sais, qu'est-ce qui a fait là, quand toi, à un moment donné, t'as cheminé et t'as dit, là, c'est assez. Là, tu sais, l'élastique pète, je coupe la corde, whatever, là, on arrête là. Ça faisait 3 ans qu'on sortait pas de salaire, fait que c'est sûr que ça, je pense qu'on s'en est sorti pendant 3 mois là-dedans, puis l'été, on se subventionnait en faisant des contrats de peinture au X, là, fait qu'on est à force de subvenir à tes besoins sans que ça vienne pas de ton entreprise. Puis, on avait des prêts, là, on avait des prêts puis des bourses, puis mais ils n'ont pas toffé si longtemps que ça par rapport aux dépenses qu'on faisait. Fait que c'est sûr qu'un écœurantite aigu, le fait de pas être capable de survivre avec une entreprise, ça m'a jamais dérangé, là. Ça, là, je suis bien honnête, là, c'est un lit. Je dors très souvent dans mes bureaux, là. J'ai vécu ici pendant la première année de mon entreprise, puis là, je suis pas chez nous, je suis dans un bureau, là. Mais faire des sacrifices pour une entreprise, là, ça m'a fait plaisir. À un moment donné, c'était juste quand t'as pas de progrès dans ton entreprise, je comprends pas pourquoi je me suis pas écœuré avant. Ouais. Puis tu vois, Isabelle disait dans le chat, la ligne entre la persévérance et l'acharnement est difficile à traîner. C'est le fameux hustle puis grinder, ça va jusque où, là, tu sais? Définitivement. Puis c'est ça, puis tu te questionnes, là, c'était pas une question par rapport à toi en tant qu'entrepreneur, tu es capable de vendre, tu es capable d'aller vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais là, tu te questionnes, ça va-tu être scalable, cette machine-là, puis encore une fois, ce qui aurait tué plus vite le projet, c'est de me faire challenger. On n'était pas dans l'écosystème de Montréal. C'est niaiseux, mais si on avait déménagé, mettons, à Montréal, qu'on avait parti en Européen, probablement qu'on aurait eu des meilleures ressources. À l'époque, on était à Terrebonne puis à l'Épiphanie, dans la région de Rive-Nord de Montréal. Puis, tu sais, on avait un CLD, mais le CLD, je les adore, c'est ceux qui nous ont permis d'aller chercher des bourses et des prêts. Mais toute la gang, c'était pas des entrepreneurs qui nous aidaient. Là. C'était pas. Fait avoir été entouré de plus d'entrepreneurs, peut-être que ça nous aurait aidé aussi. Avoir des fuck-up nights, peut-être, ça nous aurait aidé. Mais on n'était pas entouré tant que ça. Peut-être une petite question avant de partir. J'étais curieux, justement, tu disais qu'au début, tu avais fait des ventes émotionnelles. Est-ce que tu penses que des ventes émotionnelles, ça peut faire scaler une business dans B2B, dans le modèle que toi, tu étais? Ben, c'est sûr que ça va faire scaler une business parce qu'il faut peut-être ta première vente pour être capable de prouver que tu as. En ce moment, avec Touli, le site de Touli existe depuis même pas 3-4 mois. Là. Il n'y avait pas de site avant. C'est toutes des références, des ventes organiques. Notre track record était de dire on en a eu un au début, on prouve à l'autre client qu'on est bon parce qu'on voici le succès qu'on a eu avec l'autre client. Fait que c'est sûr que ça l'aide des cas de faire des ventes. Il faut des ventes émotionnelles au début parce qu'il n'y a personne qui va te faire confiance, tu n'as pas de notoriété, tu n'as aucun track record. Fait que c'est sûr qu'il en faut au début, mais si c'est juste ça que tu fais, puis il n'y a pas de clients qui rentrent d'ailleurs, c'est pas sustainable. Un petit flag qui se lève à ce moment-là. C'est sûr que c'est un flag. Excellent. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Il y avait des questions sur Touli aussi, mais je ne voulais pas mettre l'emphase là-dessus pendant la question-réponse. Peut-être que soit par chat ou après, dans le networking, tu pourras répondre aux questions sur Touli. J'imagine que ça va te faire plaisir aussi de répondre à ces questions-là. Non, moi, je ne réponds pas au business qui fonctionne. Je suis pas... moi aussi. Je ne réponds pas à mes clients, moi. Hey, merci beaucoup, Ali. Vraiment content de t'avoir vu parmi nous. C'est super apprécié. Bravo encore pour l'expérience puis tout l'acheminement que vous avez fait. Puis je te souhaite du succès là, pour la suite. Merci beaucoup. Pareillement. Fait que Nathalie, si tu veux inviter peut-être Raphaël maintenant sur le stage. Puis me kicker, moi, peux-tu me sortir ou... On dirait que oui. Salut, salut! Salut Raph! Donc, on enchaîne avec Raphaël pour l'histoire de Back-à-Back et Raphaël aussi qui utilisait Safari comme browser Internet. Donc, important de préciser. Non, je te laisse la parole, Raphaël. Là. Ouais, ça va bien long. Cool. Est-ce que tout le monde voit full screen? J'imagine que oui. Super, cool. Hey, salut tout le monde, je pars mon timer aussi. Respectez le temps.
Super content là, d'être ici ce soir. Encore une fois, je voyais dans le chat quelqu'un qui disait qu'il connaissait ton équipier back in the days. En fait, je pense qu'on a été un des cobayes à Jean-Philippe et Sébastien dans le temps sur le coin d'une table. Il y avait rien, on n'avait rien du tout. Puis on essayait juste de faire marcher nos business, tout le monde ensemble. Fait que c'est tout le temps le fun de pouvoir se rasseoir tout le monde ensemble comme ça, 2, 3, 4 ans plus tard, de voir comment on a progressé. Il y en a comme ton équipier qui vont bien, il y en a comme back-à-back que ça va moins bien. Mais bon, on va se parler de ça. En fait, back-à-back, c'est quoi? Tout simplement, on est parti avec cette idée-là, moi puis mon associé Alex, de dire que les bacs de compost, ça pue, c'est dégueu. Il va en avoir partout au Québec dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens, pour les sensibiliser à la cause, qui veulent utiliser leur bac brun malgré tout, parce que ça avait des gros impacts au niveau économique et environnemental. Les gens ne savaient pas, mais il y avait plein d'ouvertures d'usines à compost qui étaient en train de se faire. Il y a du carburant qui se faisait avec ça aussi. Fait qu'il y avait tous ces beaux projets-là. Puis de l'autre côté, les gens ne voulaient pas le faire tout simplement parce que ça puait et c'était dégueulasse. Fait qu'on, suite à un startup week-end, on est venu avec l'idée de créer une unité mobile pour laver les bacs de poubelles, de compost. Un genre de collecteur de déchets qui va de maison en maison, qui ramassait ton bac, comme un robot, qui le lavait, qui le redéposait, un petit parfum, that's it, on passait au prochain. Fait que c'était vraiment le même modèle qu'un collecteur de déchets, mais au lieu de ramasser les déchets, on lavait les bacs. C'était une idée un peu funky, mais on s'était toujours dit, ben, si on fait ce que les gens veulent pas faire, nécessairement, on va faire de l'argent avec ça. Ça revenait un petit peu à dire, je pense, concept d'entrepreneur que tout le monde comprend ici ce soir. Si tu réponds pas à un besoin, t'as pas de business. Fait qu'on s'était dit, on va partir avec ça, puis on avait commencé vraiment lean, startup, des bottes de pluie, une machine à pression, on va cogner chez nos voisins, ramasse un peu d'argent cash, qui veut payer pour ça, puis on est vraiment parti avec ça, puis c'est là qu'on a fait comme, wow, notre première expérience entrepreneuriale, on avait 18-19 ans à l'époque, on s'était dit, écoute, ça a du potentiel, ça va marcher, puis c'est là qu'on a essayé de scaler quelque chose qui finalement, pendant 1 an de temps, on n'a jamais été capable de lever du financement pour créer notre unité mobile, qui demandait quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars, qui était juste un trailer finalement, custom. On avait un ingénieur à l'interne qui nous aidait, qui travaillait sur ça, qui a fait en sorte qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer d'aider les gens finalement à composter? On s'était dit, ben, on va les amener nous autres les bacs carrément chez les gens, on va travailler avec les villes, avec d'autres entreprises en partenariat. Fait que de fil en aiguille, on a commencé à faire de la distribution. On était s'acheter avec nos économies un vieux camion rouillé, un vieux pick-up, un vieux trailer. On est parti en Gaspésie faire notre premier contrat. Ça nous a pris 15 heures parce que le camion n'arrêtait pas de planter. On a perdu le trailer en cours de route à 3 heures du matin. Puis vraiment, on est parti là avec rien, juste 2 jeunes croyant leur rêve durant l'été de 2017. On a eu le premier contrat comme ça de distribution de façon récurrente. On a développé des équipes. Et puis, on a eu cette grosse stratégie-là de croissance au bout de 2 ans qu'on s'est assis puis qu'on s'est dit, wow, ça a du potentiel. Puis on s'est mis à investir, à aller chercher des prêts aussi. Puis j'en parle parce que je pense que c'est une réalité au Québec, mais pas juste au Québec. Le financement, quand t'es jeune, t'as pas de caution, t'as pas de background, t'as pas de crédit, c'est super dur à aller chercher, que ce soit dans des concessionnaires, que ce soit à la banque, etc., qui faisait en sorte qu'il fallait tout le temps sortir de l'argent cash, de notre cash flow pour acheter des nouveaux pick-up, des trailers, acheter notre cash flow, payer nos employés, etc. Puis à la fin, c'était rendu qu'on rentrait dans un dealer de truck. Ça nous coûtait 50% de mise de fonds pour sortir un camion du dealer. Fait qu'on brûlait toute notre cash au fur et à mesure. On retournait travailler pendant 1 mois de temps avec la ville. On faisait la palette. On allait tout dépenser pour notre croissance. Puis on avait juste tout investi dans cette croissance-là. Puis on s'était dit, dans 2-3 ans, ça va payer, tout va être payé. Puis on va juste rouler parce que réellement, après 1 an, peut-être 2 ans, il n'y avait pas une journée où on n'avait pas de contrat, là. On travaillait 7 jours sur 7. On avait une trentaine d'employés à temps plein au bout de 2 ans. On était vraiment dans le chaos. Puis c'était on livre. Qui est arrivé finalement, on a bâti cette confiance-là. 2 jeunes entrepreneurs, au-dessus d'une trentaine d'employés à temps plein avec nous qui nous suivent partout, un peu d'administratif, vraiment on est en train de montrer quelque chose, des contrats qui rentraient, comme je disais. On avait développé des nouveaux services, le nettoyage, finalement on l'a financé à 100%, on avait notre machine, on allait lancer le service, on faisait de la réparation avec toutes les villes sur la rive sud aussi, entretien de bac. Vraiment, on avait le vent dans les voiles à ce moment-là. COVID est arrivé. On finissait quasiment notre année. On avait environ entre 100 et 150 000 de revenus par mois
de façon récurrente. On allait taper les 7 chiffres à la fin de notre 2e année. On avait une grosse 3e année de planifier avec au moins 2 millions de chiffres d'affaires. On a l'annonce de M. Legault qui dit qu'il allait fermer possiblement pour 14 jours, pas la fin du monde. Ce qu'on voyait pas, l'envers du iceberg, finalement, c'est qu'on n'avait pas de cash flow parce qu'on a tellement eu de croissance puis on brûlait tellement d'argent pour livrer sur le terrain, prendre plus de contrats, embaucher du nouveau monde qu'on avait 90 jours de cash flow. C'est vraiment là que ça nous a frappé, qu'on s'est dit, wow, si demain il faut que ça arrête, on est vraiment dans la merde parce que non seulement on n'a pas de cash flow, mais pour être profitable, il faut être 3 par équipe. Puis on était 2, c'était profitable, mais 3, c'était vraiment le chiffre magique. Puis avec le COVID, distanciation sociale, on tombait à 1 par camion, on perdait de l'argent aussitôt qu'on sortait des gars sur le terrain. Fait que, au bout de ça, au bout de quelques semaines, ensuite de ça, quelques mois à voir qu'on ne pouvait pas travailler finalement, que les contrats étaient mis sur pause, le cash flow se brûlait, on avait quand même des gros coûts fixes avec l'entrepôt, avec toute la flotte de camions. Qu'on s'est dit, ben écoute, faut prendre une décision, une conversation pas facile, mais on s'est dit, c'est le temps de pivoter, puis c'est le temps de se retirer, puis c'est le temps de fermer la Inc. Puis de passer à d'autres choses ou de se réinventer. Fait qu'on a décidé, c'est qu'on a fermé l'entreprise. Avec ça est venu les dettes au niveau de l'entreprise, au niveau personnel, petite crise d'identité aussi. On s'entend, c'est le temps, tu fermes ta première entreprise, tu te dis, écoute, finalement, c'était-tu fait pour moi l'entrepreneuriat? Je suis peut-être juste bon pour retourner dans une job conventionnelle. Je pourrais jamais me relancer en affaires de toute façon parce que j'ai tellement de dettes, etc. Fait que là, l'espèce de downward spiral, de dépression, d'anxiété pendant des mois de temps pour finalement se dire, ben écoute, on peut pivoter parce qu'on a encore les contrats qui sont là. On a encore les bonnes relations qui sont installées. On a encore nos partenaires, etc. On a fait notre nom. On a juste, c'est la compagnie, la Inc. qui marche plus, c'est le modèle d'affaires. Par contre, moi, j'en avais eu assez un petit peu de ça. Puis là, j'ai écrit Jack, c'est l'heure de pivoter. Ce sera sans moi Rose, en fait. Jack, c'était Alex. Moi, je suis un peu Rose dans cette histoire-là. L'inverse, excuse-moi. Alex, c'était Rose, il veut pivoter, il veut continuer. Moi, je suis Jack, je suis un peu écœuré, j'ai envie de passer à d'autres choses avec tout le petit stress qu'on a vécu. Puis je me suis dit, écoute, vas-y, pivote, repars ça avec un nouveau système. Puis on le savait que ça allait marcher, on l'avait vu venir, on avait voulu l'essayer il y a un moment, puis on s'est dit, let's go, Alex, il va le faire, moi je passe à d'autres choses. Ça, c'est moi, mon partenaire, on s'est un peu séparés de façon business, on est encore des meilleurs amis. Puis que il a survécu au naufrage, si on peut dire, finalement. On a décentralisé, il a décentralisé finalement, puis la séparation du risque, comment qu'il a fait, c'est que au lieu d'embaucher une trentaine d'employés, ben c'est devenu des travailleurs autonomes. Le risque est partagé de cette façon-là. Chacun a ses équipements. Puis tout ce qui gère, lui, c'est le contrat global. Donc, plus de profitabilité individuelle aussi. Au lieu de payer nos gens 15, 16, 17 piastres de l'heure, 18 piastres de l'heure, ben, ils sont payés au bac. Donc, selon leur productivité, ça a augmenté aussi. Ils font plus d'argent. La compagnie fait plus d'argent. Fait qu'un nouveau modèle d'affaires qui marche super bien présentement. Puis là, je vois le temps qui file, là, mais je wrap up. La vie après le cash, finalement, tu sais, un entrepreneur, ça reste un entrepreneur. Puis oui, on a eu cette petite crise d'identité-là, mais déjà, les projets ont recommencé. On avait d'autres choses sur des étagères aussi qu'on voulait lancer. On avait d'autres partenaires avec qui on voulait joindre aussi. Puis je pense que c'est ça qui est important de savoir. Tu sais, quand ça va mal, faut pas se remettre nécessairement en question. Faut juste être capable de remettre peut-être le projet en question, nos actions, nos décisions, mais pas la personne qu'on est. Puis ça, c'est super important. Puis ça, c'est une grosse leçon qu'on a tirée de tout ça. On a retenu de ça, trop de croissance, c'est très dangereux. C'est autant pire que de pas faire d'argent, honnêtement. Ça peut frapper très, très fort, puis très rapidement aussi. Il y a un moment aussi où il faut être capable de quitter le poste de gestionnaire, puis rapidement devenir le visionnaire, puis le rainmaker. Il faut que tu sois capable de déléguer, sortir. Nous autres, étant donné qu'on était tout le temps dans les opérations, le gros rush, mais on n'a pas vu toute cette crise-là arriver. On n'a pas vu nos mauvaises décisions financières aussi. Il y avait du cash qui sortait à gauche puis à droite. Fait qu'on aurait juste dû à un moment s'embaucher une ressource pour gérer, nous autres sortir, d'être capable de mieux planifier les choses, puis on aurait probablement pu éviter ce crash-là. Puis l'autre chose, prioriser l'attitude aux compétences. Quand tu as beaucoup d'employés qui rentrent comme ça, c'est facile de juste prendre des gens, leur donner un salaire, mais on a eu beaucoup de problèmes aussi au niveau des ressources humaines, gérer tout ce personnel-là, puis avoir pris plus de temps à embaucher les gens, sélectionner les gens, on se serait évité un paquet de troubles aussi. Keep the dream alive, la quote que je disais tout le temps, Alex, peu importe ce qui se passe, keep the dream alive, peu importe ce que tu choisis de faire ou ce qu'on va choisir de faire après back-à-back. Back-à-back, c'était juste un véhicule pour nous, notre why, notre pourquoi qu'on faisait les choses, c'était super clair. Fait ça a été comme plus facile ensuite de ça, de juste
passer à d'autres choses parce qu'on disait, regarde, ça n'a pas marché de cette façon-là. On a d'autres projets, on a d'autres business, on pousse dans ceux-là, puis on garde le rêve, on garde la destination en tête. Puis c'est reparti aujourd'hui. Moi, je me suis joint à un nouveau partenaire dans sa business en immobilier. Je veux dire, les contrats, les deals, ça déborde de partout. Je suis content parce que je suis dans une business avec Alex dans Back-à-Back où ça a bien été, mais qu'à la fin, que ça allait très mal. Puis ça fait du bien de retourner dans quelque chose aussi de positif. Qui marche déjà bien ou que je peux vraiment juste amener mon skill set, contribuer. Entre-temps aussi, j'ai été travailler avec 2 autres entreprises pour les nommer parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de bien aussi. Ils m'ont enseigné plein de choses avec Continuum, avec Coworking Rive-Sud. Ça a été vraiment une expérience en vente, en développement des affaires que je me suis développé. Puis je pense que c'est ça. Des fois, c'est correct de pouvoir se retirer aussi, d'aller essayer des nouvelles choses, d'aller contribuer dans d'autres startups pour pouvoir mieux se relancer. Fait que voilà, je suis vraiment over mon temps. Quitte à couper un petit peu dans les questions, mais merci tout le monde. Je sais pas si JP, tu veux revenir sur la scène, partager un petit peu. Je pense que c'est la première fois que j'ai pitch puis que j'ai raconté l'histoire de Back-à-Back si rapidement. Puis ça me fait plaisir de m'asseoir avec d'autres, avec les participants plus tard pour rentrer un peu plus dans les détails. Parce que pour vrai, j'ai l'impression que chaque journée c'était une aventure là, puis qu'il arrivait tout le temps un nouveau fuck-up à tous les jours. Puis ça me ferait plaisir, tu sais, de prendre le temps d'en jaser un petit peu plus aussi. Fait que, yes. Ouais, bravo Raph. Belle histoire, belle histoire. Une question qui est apparue dans la liste des questions. Est-ce que tu as déjà été en désaccord avec Alex? Puis comment tu as réussi à gérer ça? Ouais, écoute. C'est vers la fin, mais moi je l'amènerais dans cette twist-là. Tu sais, vers la fin de l'aventure, dans le fond, là. Parce que quand ça va bien avec ton partner, ça va bien. Quand ça va mal, c'est là que... C'est un mariage. C'est pour vrai, je suis pas marié de mon jeune âge de mes 23 ans, mais je me dis que ça doit ressembler à ça. Puis oui, il y a des hauts et des bas. Puis on a eu un gros bas à un moment donné parce que j'ai voulu faire le move de me retirer des opérations pour je voyais un petit peu qu'on perdait le contrôle. Je me suis dit, gars, ça prend quelqu'un qui va back off, qui va être capable de voir ça. Puis c'était logique que ça soit moi parce qu'Alex, il avait toute l'expérience de logistique de terrain. Il avait déjà travaillé dans cette industrie-là, etc. Il rodait bien les projets. Fait que c'était dit, moi, je vais rester sur le terrain, sort. Puis quand je suis sorti, ça donnait comme c'est venu vraiment ébranler la culture d'entreprise où que les gens savaient pas trop qu'est-ce que je faisais, puis pourquoi Raph n'est pas sur le terrain, pourquoi il me donne pas un coup de main, parce que tout le monde travaille de 70-80 heures semaine, puis ils pensaient que, bon, moi j'étais là, puis je suis là à côté, j'étais dans mon bureau, puis je me pognais le cul pendant que tout le monde se défonçait un peu sur le terrain. Fait ma crédibilité a pris un gros coup à ce moment-là. Il a vraiment fallu que je revienne sur le terrain, que j'adresse le problème, que je parle avec nos gestionnaires, puis vraiment de dire, gars, c'est sur ça que je travaille, puis oui, ça porte pas fruit là aujourd'hui, mais c'est parce que demain, si on fait pas ça, on s'en va nulle part, tu sais. Puis la distribution, c'est une bonne chose. Puis on peut continuer de juste faire de la distribution, mais moi et Alex, on voulait plus que ça. On voulait le nettoyage, on voulait l'entretien. Il y avait d'autres choses qu'on voulait, puis ça prenait quelqu'un qui sortait de ça. Puis on a comme eu ça a donné un gros coup dans les ressources humaines, dans l'équipe, dans la culture entreprise, que là, on a senti que tout le monde, il y a eu une espèce de grosse tension qui s'est établie pendant un mois de temps. Puis ça a été dur à rattraper un petit peu ensuite de ça. Puis honnêtement, je le sentais que ça dérangeait Alex aussi un petit peu, tu sais, il était comme crime, on se défonce, tout ça, tu sais, comme qu'est-ce que tu fais, puis pas qu'il remettait en question qu'est-ce que je faisais, mais il voulait que je vienne sur le terrain pour prouver que je faisais quelque chose un petit peu. Puis j'ai répondu à cette demande-là, puis à un moment donné, je suis revenu un peu plus, puis là, je suis venu en jaser, puis j'ai juste confronté un petit peu, où j'ai ouvert la discussion avec nos gestionnaires, de dire, gars, j'ai entendu dire qu'il y avait certaines choses que je faisais, ou de la façon qu'on travaillait présentement, ça déplaisait, mais je veux juste montrer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi derrière les rideaux. Fait je pense que une des grosses leçons que j'ai appris à partir de là, c'est que c'est possible d'être trop proche de tes employés. Puis ça, c'était nous parce qu'on était tout le temps sur le terrain, puis à un moment donné, ils pensaient qu'on était juste leur chum, puis qu'ils pouvaient se permettre n'importe quoi, mais d'être trop déconnecté, puis de jamais montrer que tu es là, tu as le même problème au bout du compte, puis les deux, ça fait mal à la culture. C'est un juste milieu. Puis aujourd'hui, je pense qu'Alex, il l'a appris aussi, puis on s'est même rencontré la semaine passée, il est en train de revivre un peu le scénario, puis j'ai dit, Alex, j'ai dit, je comprends, tu veux sortir, mais souviens-toi qu'est-ce que ça a fait quand j'ai sorti. Tu n'auras pas le choix. J'ai dit, c'est pas nécessairement d'être là physiquement, mais si tu peux continuer d'avoir un meeting à tous les matins avec tes gestionnaires de terrain, de juste prendre le pouls, de t'assurer que tout est correct, mais juste qu'ils te voient la face, un 5-10 minutes tous les matins, qu'ils savent que tu es on board avec eux, ça va changer tout. Fait que ça, je te dirais que ça n'a pas été facile. C'est sûr que ça a été notre gros conflit comme partner. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a tiré des grosses leçons. Puis tu vois, ça nous est revenu 1 an, 2 ans après. Chacun dans nos business, on s'en est reparlé, puis on a adressé ça d'une façon complètement différente.
Ah, exact. Puis, on n'aura pas d'autres questions, malheureusement, parce qu'on a dépassé le temps déjà. Mais si je peux compléter là-dessus, là, je vois souvent passer là, sur des groupes Facebook d'entrepreneuriat ou des trucs, là, je me cherche un partner. Là, comme si tu cherchais une date sur Internet. Là. Puis, honnêtement, un partner, là, c'est pas à prendre à la légère. Là. Tu parlais d'un mariage. Là. Moi, j'ai une plus grosse convention d'actionnaire que j'ai un contrat de mariage. Puis, je suis marié. Là. Fait que j'ai vécu les deux. Puis la convention d'actionnaire, c'est pas mal plus élevé qu'un contrat de mariage. Là. Fait que c'est pas à prendre à la légère du tout. C'est un gros move de s'associer avec quelqu'un en affaires. Puis on s'associe pas avec quelqu'un pour le succès, on s'associe avec quelqu'un pour comment on peut passer à travers les échecs. Puis sur la vision globale qu'on a au bout de la ligne, tant qu'à moi. Là. Absolument, absolument. C'est un très bon point, JP, là, dans le sens que on avait un troisième partenaire minoritaire. Puis tu vois, moi et Alex, à cause qu'on passait 100 heures par semaine ensemble à travailler, on était comme ça. Puis lui, il était plus avancé, il travaillait sur un autre projet, le nettoyage à gauche. Fait que nécessairement, des fois, il y avait des frictions aussi parce que quand on arrivait qu'il fallait prendre une décision, pour nous, c'était évident que c'était le bon call à faire. Mais étant donné qu'il n'était pas tout le temps là, il ne nous suivait pas, ben, tu sais, il remettait en question les décisions, puis ça nous a ralenti des fois dans certains processus. Fait que c'est tellement important en tant qu'entrepreneur et en tant que fondateur de continuer de peindre cette vision-là pour tout le monde, de dire, gars, c'est là qu'on s'en va. Puis quand tu es dans les rushs, souvent, tu perds ça de vue, puis tu focuses juste sur les opérations. C'est là que tout le monde commence à remettre en question tout ce que tu fais parce que tout le monde, finalement, a perdu la destination. Fait que non, tu fais pas... t'es pas censé faire un post sur Facebook parce que tu cherches un partenaire. Là. Tenez-vous loin de ça. Merci Raph, merci beaucoup pour ta présentation, super apprécié. Il y avait d'autres questions qui sont apparues dans le chat, mais je vais te laisser y répondre dans les tables rondes après. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis je vais inviter Charles-André à venir sur le stage pour clore cette première série de présentations start-up. Donc, Charles-André, je t'invite. Nathalie, j'imagine que tu es en train de la faire. Super, merci beaucoup. Fait que je te laisse préparer ta présentation. Pendant ce temps-là, avant que ça se termine, comme on vous disait au début, là, c'est une série de 1 de 4 cette année qu'on espère bien. Donc, on veut avoir plus de monde dans les prochaines, on va avoir plus de visibilité, on va avoir plus d'entrepreneurs qui sont prêts à parler de ça. Les 3 personnes qui étaient là aujourd'hui, là, très courageux de leur part d'entamer ça. T'sais, dans les startups, là, on entend souvent beaucoup plus parler de licorne puis de bons coups que d'échecs. Puis la réalité, c'est que 99,999% des startups vont avoir un échec, selon moi. Fait que n'hésitez pas à en parler pour les prochains. Je te laisse la parole, Charles-André. OK. Tu vas-tu mouiller mon écran? J'imagine que oui. Comment je fais pour vérifier que le monde voit bien mon écran? Bon, je pense que oui. C'est bon. OK. Bon, ben bonjour à tous. Donc, mon nom est Charles-André Bergeron. Moi, c'est mon fuck-up, il est assez massif. Ça a été quand même un méga fuck-up. Donc, rapidement, qu'est-ce que je faisais? J'avais parti une startup de cryptocurrency mining. Fait que ça, c'était fin 2017. Donc, très rapidement, c'est quoi le cryptocurrency mining? C'est tu achètes de la puissance de calcul, fait que des machines qui font des maths. Puis tu fais de l'argent, tu es comme payé en temps réel tout le temps pour faire des maths. Fait que tu n'as pas de lead time, tu achètes du matériel, tu fais de l'argent directement le lendemain. Tu n'as aucune vente à faire, pas de marketing. Tes seuls coûts d'opération, c'est ton électricité et ton mini-entretien. On avait un avantage extrêmement stratégique avec au Québec dû au bas coût d'électricité. On a une croissance super rapide. On achetait du matériel, faisait du profit, utilisait du profit, fait plus de matériel. On roulait 24/7. Le navire, il était très solide. Comme je disais, fin 2017, début 2018, c'est un conte de fées. On lève 2,6 millions de capital en 6 mois, même pas, avec 3 rondes, un prêt. C'est une époque où la cryptocurrency, c'est très mal vu encore par le monde entier au Québec. Desjardins ferment des comptes de banque de gens qui font ça. Pendant ce temps-là, nous, on obtient un prêt 500 000 chez Desjardins pour notre entreprise. Fait que c'est vraiment un beau projet. On fait entre 5 à 6 cas US par jour, un mois après notre premier investissement. On achète full de matériel, on croit comme une fusée. On s'autofinance aussi avec nos profits. J'ai 22 ans, je suis on top of the world, je suis CEO de ma compagnie, j'ai le spotlight sur moi, je veux deliver. De côté de l'iceberg, début Q1, Q2, on fait beaucoup d'argent, on continue de croire. Un des problèmes qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'en réalité, on bleed du cash flow. Pourquoi on bleed du cash flow? Quand tu fais du mining, tu utilises ta puissance de calcul pour faire des maths, comme je disais, et tu es payé. Et ton paiement, il se fait sous la forme de crypto. Fait que si tu mines du Bitcoin, tu es payé en Bitcoin. Donc,
à la fin de la journée, tu as une quantité que tu reçois que tu échanges contre sa valeur, par exemple. Puis là, le problème, c'est que si le Bitcoin descend, mais ta quantité vaut moins. Parce que dans le mining, plus de monde en font, fait que plus le monde font la même chose que toi, mais plus ta quantité descend. Fait que si ça on appelle ça la difficulté, donc si la difficulté augmente et que le prix de la crypto descend, mais là, non seulement tu en fais moins, mais en plus de ça, ça vaut moins. Fait que tu es comme en train de perdre 2 fois plus d'argent. Puis vu que le modèle d'affaires, autant qu'il était unique, qu'il n'y avait pas besoin de faire de vente, que quand ça arrive, tu es un peu pogné là-dedans. Fait que c'était impossible de contourner ce fait-là. On ne pouvait rien faire pour améliorer la situation. Tant que la crypto crachait, puis tant que la difficulté montait, on faisait juste bleeder du cash. Fait que le mur, il approchait vite parce que nous, c'était une business qui était très facilement scalable, qui était très lucrative, mais autant qu'elle avait ses gros dangers aussi parce que dès que ça marche plus, tu n'as aucune source externe de revenus. Donc, comment l'iceberg y arrive? Mid-2018, le cash flow est très difficile. Payer les factures courantes, ça devient un devoir et un stress immense pour toute l'équipe. À chaque semaine, on a des team meetings 3 fois par semaine avec notre chairman, faire des cash flows révisés. Est-ce qu'on tient nos chiffres? Est-ce qu'on fait nos factures? Payer d'eau, ça devient difficile. Il faut qu'on fasse des deals pour nos loyers. On a passé d'une compagnie qu'on faisait 6-8 cas par jour de pratiquement de profit à on oublie 3-4 cas par jour de cash. Ça n'a pas de bon sens. Moi, en tant que CEO, je me dis, OK, il faut que je commence à trouver un plan, il faut que je pense à quelque chose. Je commence à penser à ça, mais j'en parle pas à mon équipe. Puis moi, je suis CEO, je suis le running man de l'équipe. Je suis le gars que tout le monde écoute, les gens m'écoutent, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi le shining star in this company. Je commence à penser à des trucs sans en parler. Première grosse erreur que je fais. On arrive juste avant de commencer à couler, on a presque plus d'argent. Moi, je commence à je fais un move sans en parler à personne. Plus grosse erreur de ma vie. Je regarde le potentiel de voir est-ce qu'on serait capable de liquider la compagnie. Fait que je cherche du monde qui veulent racheter ces équipements-là. Je check un peu comment on peut faire un deal. Fait que moi, je fais un move, je vends une petite partie de nos actifs sans en parler à ma compagnie. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie. C'est le pire move. Ça a des conséquences terribles sur le projet. Ça implose toute la confiance de toute l'équipe au complet. Je me fais renvoyer par mon chairman dans le meeting le plus dur de ma vie. Il y avait toute l'équipe était là. Je broyais ma vie. C'était la chicane nucléaire. Je me suis jamais fait autant chicaner de ma vie. C'était terrible. C'était vraiment pas un bon moment. Moi, dans ma tête, j'étais CEO. Je faisais ce que je voulais. C'était moi qui collais les shots. J'avais raison, j'avais la bonne vision. Les autres, ils avaient tort. C'était moi qui savais ce qu'il fallait faire. Après ça, ben là, c'est le naufrage. C'est la panique générale. J'étais le gars qui était comme le point central. Fait que moi, je me fais renvoyer. La compagnie a fait n'importe quoi, elle explose. Elle fonce dans le mur. Une entreprise qui était supposée être locative est en faillite à cause de mes mauvaises actions, mes mauvaises décisions. C'est une perte pratiquement totale pour l'entreprise qui aurait pu être potentiellement facilement sauvée. J'étais beaucoup trop power tripping, on pourrait dire. J'étais trop jeune, j'avais trop de pouvoir, j'étais pas assez supervisé, je faisais n'importe quoi. Le deuil, du jour au lendemain, moi je perds absolument tout. Je me fais enlever de ma compagnie. Le problème, c'est que ma compagnie, j'avais parti avec mon meilleur ami à l'époque, j'avais impliqué mon père là-dedans, mon père avait impliqué son cercle d'affaires. Donc ça, c'est bien le fun and rainbow and sunshine, comme on dit, quand ça va bien, mais quand ça va mal, c'est pas nice. Je perds mon meilleur ami, je perds la relation que j'ai avec mon père, je perds tout l'argent que j'avais de ma poche, toutes mes économies flamment, j'ai plus rien. Je perds ma réputation. Je commence à descendre dans une espèce de spirale infernale de mauvaises décisions. Je commence à traîner avec du monde pas nice pour moi, pas des bonnes influences, pas un bon environnement. C'est vraiment le rock bottom de ma vie. Là. Je suis au plus bas point, je peux pas descendre plus bas que ça. Au fil du temps, après ces moments difficiles-là, tu survis, t'as pas le choix. T'apprends, puis c'est toujours facile après des grands échecs, puis moi j'appelle ça des claques d'en face. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu besoin d'avoir des grandes claques d'en face pour comprendre que j'avais des problèmes. J'ai été capable de prendre du recul et me dire, bon, c'est quoi vraiment qui a causé tout ça? Puis il y a quelques grands points qui étaient la communication, c'est tellement important. La transparence, c'est la chose la plus importante dans une entreprise. Si tout le monde n'est pas au courant de tout, comment tu veux faire un projet où est-ce que tout le monde est aligné? C'est totalement impossible. Tu as une équipe autour de toi, pourquoi tu t'en sers pas? Moi, je suis bon dans des trucs, mes teammates sont meilleurs dans d'autres. Pourquoi moi, j'essaie de gérer leurs choses quand moi, je sais que je suis moins bon qu'eux? Faut pas avoir peur de dire que ça va mal quand ça va mal. Ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que les gens font. Tu sais, c'est dur de dire à ton chairman, ouais, ça fait, là, on va exploser. C'est la honte, t'as mal, tu te sens mal, tu te dis, je peux pas en parler. Le problème, c'est que si t'en parles pas, tu prends pas leur expérience pour essayer de sauver ta compagnie. Établir les risques upfront, puis pas gambler un peu avec le modèle d'affaires. Nous, on l'avait fait un peu, on pourrait dire. On n'avait peut-être pas nécessairement dit assez aux gens comment c'était un risque sur le modèle d'affaires. Il ne faut jamais gamble dans une compagnie parce que ça
si tu as un mini risque qui peut tout péter ton modèle d'affaires, ça prend juste une fois pour que ça arrive, pour que tu croules. J'ai appris beaucoup aussi que nécessairement en tant qu'entrepreneur, même si tu aimes faire des choses comme diriger, avoir du power, c'est pas nécessairement ta place. Parce que si tu es trop impulsif, si tu es quelqu'un qui n'a pas la tête nécessairement stratégique, tu ne devrais pas être un dirigeant. Tu devrais être un VP vente, comme on appelle dans l'entreprise en ce moment. Mais diriger, c'est pas pour les gens qui sont impulsifs et trop crus comme moi. C'est correct de fail aussi, selon moi. C'est pas grave de faire des échecs. Ce qui est grave, c'est si tu répètes les mêmes erreurs après, là, c'est grave. Il faut toujours que tu apprennes. La raison pourquoi j'ai marqué tattoo, c'est parce que moi, je me suis fait faire un tattoo de Bitcoin peu de temps après, quand c'était vraiment dans le bottom pit. C'était pas un tattoo pour être cool, pour avoir un Bitcoin sur le bras. C'était un tattoo pour que chaque jour, je me lève et je me rappelle de toute cette aventure-là pour pas faire les mêmes erreurs. Où j'en suis aujourd'hui, rebondir parce catastrophe. Grâce à deux, trois personnes dans ma vie, j'ai réussi à remonter. Je vais reprendre les points un par un. J'ai appris énormément de leçons, bien évidemment, qui me servent aujourd'hui dans ma deuxième compagnie et que je ne referais pas les mêmes erreurs, disons. L'entourage est tellement important. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans la vie, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu te tiens. Puis c'est tellement vrai. Autant tes amis que tes partenaires d'affaires. Tu traînes avec des losers, tu vas être un loser. Tu traînes avec des bandits, tu vas être un bandit. Tu traînes avec des millionnaires, tu vas être un millionnaire. C'est pas compliqué. Après un échec majeur qui t'amène vraiment bas, parce que tu perds tout, selon moi, c'est important que tu trouves une ou deux personnes qui vont être prêtes à te refaire confiance. C'est tellement, selon moi, c'est impossible sinon de remonter pratiquement, parce que c'est impossible de sortir de la merde quand tu es tout seul. Personne n'est invincible, personne n'est parfait. Si tu es alone, tu peux pas. Il faut t'accepter aussi dans la vie qu'il y a des gens qui vont te détester pour toujours. Il y a beaucoup de monde que j'ai affecté indirectement. On a perdu des millions de dollars. Il y a quelqu'un qui a perdu $1 million dans ma compagnie. Même si j'essaie de réparer la relation après le futur, parfois tu peux juste rien faire, il faut que tu acceptes ça, il faut que tu passes à autre chose. Depuis cette aventure-là, j'ai relancé une nouvelle startup avec un de mes partenaires depuis 2019. On vient de closer d'ailleurs notre première ronde de financement après 2 ans de travail infernal. J'ai appris aussi où était ma place, puis que je ne dois pas être mis dans une position de pouvoir parce que c'est pas ma place. Trouver un mentor qui va te pardonner puis te refaire confiance, c'est très, très important. Puis trouver un partner qui va connaître ton passé aussi. Comme moi, mon partner, qui est dans le chat aussi en ce moment, il connaît tout mon passé, il connaît tous mes mauvais moves. Tu trouves quelqu'un qui est prêt à travailler avec tes défauts, qui soit prêt à te dire les vraies affaires, les affaires tough pour t'en mettre en même place. Ça, c'est une de nos forces dans notre équipe, je pense. Puis qui va être prêt à travailler avec toi. Fait que c'est pas mal ça pour mon histoire. J'ai parlé un peu vite, je parle toujours vite, mais c'est un fuck-up qui m'a coûté très, très, très cher. Là, disons que j'étais vraiment. La vie a passé de top-notch à total échec majeur, fail. J'avais pas d'éducation, c'était mon all-in move, puis je l'avais chié. Fait que... Merci, Charles-André. Si tu veux juste fermer ton partage d'écran, merci. Bravo pour le courage d'avoir raconté ça. On s'attend que ce soir, tu es celui qui a l'échec monétaire le plus élevé. Là. Donc, ça frappe l'imaginaire. Mais félicitations pour ça. Puis, t'es le seul de la gang que je connaissais pas avant l'événement. Puis, t'es le premier qui a répondu à mon post sur LinkedIn en disant j'ai vécu de quoi, je pense que ça vaut la peine que je le partage. Là. Puis, félicitations pour ça. Bravo d'être venu vers nous. Vraiment, vraiment content de t'avoir vu. Il y a des questions dans le public. Première question de Louis qui disait est-ce que tu penses que si tu avais diversifié tes sources de crypto au début, ça aurait peut-être pu augmenter ou diminuer, augmenter tes revenus ou diminuer tes pertes? Ben oui, puis non, parce qu'à l'époque, le crypto market crachait globalement. Fait que peu importe qu'est-ce que j'aurais diversifié, je me serais fait autant. Le problème était dans le modèle d'affaires, il n'était pas dans une fois rendu dans les opérations, dans l'exécution. C'était vraiment, on a fait un gamble, puis ça va marcher. Deuxième question d'Isabelle. Comment est-ce que tu as fait pour. C'est une question qui est large puis creuse, mais comment tu as fait pour regagner la confiance des gens? Je te dirais. Hey boy. Moi, j'ai vu transparence dans ta présentation. Je pense que ça en fait partie. Je pense que la première étape que j'ai faite pour regagner la confiance des gens, c'est d'aller les voir et leur dire que j'avais fuck up, de reconnaître que tu as fait des torts. Il faut que tu montres que tu t'as appris aussi. Comme souvent, ça se fait par des pilages d'orgueil que j'appelle. Comme moi, dans ma nouvelle compagnie, j'ai aucun pouvoir décisionnel. Je suis pas dans les comptes de banque. C'est correct. C'est pas ma place. Pas de problème avec ça. Ça fait chier sur l'orgueil, par exemple, tu comprends? Si tu montres aux gens que tu es prêt à faire des sacrifices puis que tu as appris de tes erreurs, je pense que c'est une des seules façons d'avoir la confiance. Travailler fort aussi. Ouais.
Puis je sais pas si tu l'as vécu, mais moi, dans le premier échec qu'on a eu de la startup, tu sais, quand je me suis lancé en affaires, j'étais très cocky, là. J'en ai parlé souvent au monde, là. J'étais directeur des ventes pour une compagnie, j'avais rencontré plein d'entrepreneurs. Je trouvais donc qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient épais, puis que je me disais, comment ils font pour avoir une business qui est viable? Moi, j'étais intelligent, j'ai de l'éducation, c'était impossible que je réussisse pas. Puis je me suis planté. Puis ça m'a donné énormément d'humilité pour la suite, de mes projets. Puis tu sais, je pense que cette humilité-là qu'on gagne, puis cette transparence-là qu'on gagne en face de devenir entrepreneur, ben, je pense que ça peut faire des choses comme ça. Sinon, il y avait Josh qui avait posé la question aussi sur le mentorat, parce qu'il a vu que tu étais tout seul au top de la pyramide, puis je comparais ton histoire un peu à un jeune joueur de hockey là, qui est une superstar du jour au lendemain, puis qui rentre dans les ligues majeures, puis qui se met à faire plein de cash, puis que là, tu sais, c'est comme trop tout en même temps. Puis Josh parlait du mentorat, peut-être pour aider à tempérer les jeunes entrepreneurs, tu sais, avoir un mentor qui a peut-être plus d'expérience, qui est capable de, tu sais, never too high, never too low, d'essayer de modérer ça. Puis là, j'ai l'impression que tu en as eu un ou que tu en as trouvé un au fil des années. Comment tu as fait pour le trouver? Ben, mon mentor, personnellement, je l'ai rencontré quand j'avais 10 ans puis je jouais au golf. C'était un contact de mon père dans le monde des affaires, puis ça a toujours été quelqu'un. Puis ça, je pense que c'est bon pour n'importe quel type de mentor dans la vie. C'est pas nécessairement besoin de quelqu'un qui va t'apporter des choses, c'est quelqu'un qui va juste te comprendre, je pense. Qui va être capable de travailler avec toi, de garder ton flow. Mettons, moi, mon mentor, ça a été très dur avec lui après justement mon grand échec parce qu'il avait vété pour moi à beaucoup d'endroits. Puis il avait commis un peu sa réputation comme un collatéral. Là, puis je l'avais vraiment chié ça. J'avais chié dans la pelle, comme on dit. Fait que ça a pris beaucoup de temps avant qu'il accepte de me reparler. Puis ça a été tough. Mais comment j'ai trouvé. Faut que tu trouves quelqu'un qui fit avec ton vibe, je pense vraiment. Souvent, il faut qu'il t'apporte de quoi, ben, c'est ça un peu le but d'un mentor, là, des gens d'expérience. Je pense que les gens qui font beaucoup de comptabilité, tous les gens qui font les jobs externes que n'importe quelle entreprise a besoin, c'est des très bonnes sources de bons mentors, parce que c'est des gens qui en ont toutes vu, ils en ont vu 56 des compagnies. Fait que, ils voient tous les entrepreneurs qui passent, toutes les expériences du monde, ils sont capables de les relier ensemble, puis ils ont tellement de vues d'ensemble. Rapidement, juste, Louis aussi, tu as des questions qui... Ben, on arrivait vers proche de 14 minutes, j'avais moi une petite question que j'étais curieux de te poser. Tu as levé du cash rapidement, puis ça a levé, puis souvent on voit des startups qui voient la levée de cash comme la clé pour débloquer la suite. Moi, à l'inverse, des fois, je regarde des entreprises qui me disent crime, ça peut être dangereux aussi de lever du cash quand ton modèle d'affaires n'est pas viable, quand tu n'as pas trouvé ton product market fit avec un produit. Il y a un danger aussi à avoir une accessibilité rapide à énormément de capital. Comment toi, tu le perçois? Ben, nous, à l'époque, c'était pas. À l'époque, c'était on achète, on investit, on achète. On dépensait, on rentrait à la banque avec un chèque de 1 million, puis je disais à la fille, démogèle-moi ça, j'envoie un virement en Chine dans 30 minutes. Fait que c'était pas. Je pense que scaler trop vite, c'est massivement une erreur, là, puis nous, on a scalé trop vite aussi massivement. Là. Justement, si on avait scalé moins vite, on aurait moins dépensé, puis on aurait pu toffer le crypto market winter, puis on aurait pu survivre, mais on l'a pas fait. Scaler trop vite, c'est pas une bonne idée pantoute. Parce que si t'es bon dans ce que tu fais, t'es capable d'attendre un peu, tu sais. Puis c'est facile de s'emballer, de dire ça marche une fois, ça va marcher partout. Là, ouais. Stakes. Bravo. Rapidement, on est rendu à la fin, à 15 minutes. Je te laisse peut-être répondre à une dernière question, puis après tu iras sur les tables rondes. OK, rapidement. Mon nouveau nom de projet, Invicto, non, ça n'a pas rapport avec la crypto, mais on utilise de la technologie blockchain, par exemple. Puis est-ce que je me suis réconcilié avec mon père? Oui, puis ça a été le truc le plus dur de toute la patente. Ça a été la relation avec mon père, qui est mon héros dans ma vie. Fait que oui, on s'est réconcilié, mais encore à ce jour, il y a des bobos, puis il y a des bobos. Faut pas trop parler de ce sujet-là, disons. J'ai montré mon PowerPoint hier soir, puis il m'a dit ça m'a fait pleurer. Fait que il m'a été. Tu comprends? Fait que oui, je me suis réconcilié, puis je suis très très content de ça. Il y a beaucoup d'amour qui sort du public actuellement. Virtuellement, je ne sais pas si tu le ressens, mais. Ben, il y a beaucoup de personnes que je reconnais dans la salle, fait, qui connaissent mon histoire d'ailleurs. Bravo Charles-André, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire, super apprécié. Bravo pour ta transparence, puis on espère tous que ça pourrait aider des gens à ne pas vivre les erreurs que tu as vécues. Merci beaucoup. Donc peut-être pour la fin, Nathalie, si tu veux remonter sur le stage, et j'ai vu aussi, je ne sais pas si Claude est encore là, ou j'ai vu Louis-Félix aussi, je pense, apparaître à un moment donné dans l'assistance avec son joli chapeau virtuel. Ton micro il est mute aussi, by the way.
les micro-mutes, hein, après 1 an, on n'arrive pas encore à avoir cette rapidité d'esprit-là. Oh. Salut LFB. Hey, bravo, bravo au speaker. Vraiment, c'est l'esprit Fuck Up Night qui est là. Puis bravo à l'équipe de ton équipier pour organiser ça avec l'équipe de Fun. C'est vraiment un plaisir. Là, je suis là comme cofondateur de Fun puis partenaire avec le mouvement. Je pense que c'est un premier test. On n'a pas été trop gourmand, trop ambitieux, mais on est vraiment content. On va continuer de développer ça. Je pense que c'est bien d'avoir cette conversation-là avec des fondateurs de startups là, spécifiquement, parce que ça génère vraiment beaucoup de insights. Je pense qu'on va participer à développer le trend, là, d'être ouvert sur la notion d'échec. Je veux juste dire, je suis vraiment content d'être ici. J'ai été très touché par les confidences. Évidemment, la dernière est venue me chercher particulièrement là. Il y avait un aspect de relation avec le père. Fait que je suis très content qu'on puisse avoir ces conversations-là qui sont pas évidentes. C'est pas des conversations qu'on a naturellement, puis faut les forcer un peu. Je suis content qu'on soit là. Merci tout le monde. Ouais, merci. Merci Félix. Puis Nathalie, je te laisse le mot de la fin. Pas de micro. Je vais lire sur tes lèvres. Fuck off. Ben, je vais le prendre alors. Donc, c'était le premier d'une série de 4 événements. Merci, merci à Olivier, merci à Raphaël, merci à Charles-André. Tous, il vous reste du temps. On a des tables rondes après dans l'environnement d'Airme. Vous allez pouvoir embarquer sur une table ronde. Il y en a avec le logo des partenaires, il y en a aussi avec le nom des conférenciers. Donc, évidemment, on vous invite à poursuivre la discussion dans le lounge virtuel. On devrait avoir un prochain événement qu'on n'a pas décidé encore, qui va se faire probablement dans les prochains mois aussi, avant l'été, disons. Puis par la suite, si tout va bien, puis on continue à aller de l'avant, il va y en avoir 2 autres à l'automne. Et j'espère vraiment beaucoup que d'ici la fin de l'année, il y en aura un en physique. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là. Super apprécié. Bravo à tout le monde qui ont présenté ce soir. Puis on se revoit pour un prochain événement de Fuck Up Night Startup avec la main. Merci beaucoup. Thank you.